dialogue et à un retour des services de l'État. Les populations ressentent le manque d'État. Même les forces qui contrôlent ces régions se rendent compte aujourd'hui que l'État est irremplaçable. Les islamistes restent néanmoins intransigeants sur l'application de la charia, la loi islamique au nom de laquelle plusieurs personnes ont été brutalisées ces dernières semaines. Manifestation à Dakar contre le régime gambien. Quelques dizaines de personnes se sont retrouvées devant l'ambassade de Gambie pour protester contre les exécutions décidées par Yahya Jammeh. Dimanche, le président gambien a fait exécuter 9 personnes, dont 2 Sénégalais. Il affirme que les 38 prisonniers encore dans le couloir de la mort subiront le même sort d'ici la mi-septembre. Les forces de l'ordre ciblent d'une attaque au Kenya. Une grenade a été lancée contre un camion de police mercredi soir. Une personne a été tuée, 4 autres blessés. L'attaque s'est produite à Mombasa, en proie à des émeutes depuis lundi. Des centaines de jeunes protestent contre le meurtre d'un prêcheur musulman radical, un crime commis par des inconnus. Plusieurs organisations musulmanes kenyanes accusent le pouvoir d'une exécution extrajudiciaire. En Afrique du Sud, les mineurs arrêtés lors de la fusillade à la mine de Marikana viennent d'être inculpés pour le meurtre de 34 personnes tuées. C'est ce qu'annonce le parquet. En Syrie, un bombardement mené par l'armée régulière a fait 20 morts. Presque toutes les victimes sont des enfants et des femmes, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Les non-alignés en Iran a fini de montrer que Téhéran n'est pas aussi isolé sur le plan international. 120 délégations participent aux travaux et en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Pour l'Iran, c'est déjà un succès. L'ouverture du 16e sommet des non-alignés jeudi à Téhéran a permis de montrer que la République islamique n'est pas aussi isolée que le prétendent les Occidentaux. 120 délégations sont venues assister à cette conférence censée donner un nouveau souffle à une organisation quelque peu assoupie. Mais seulement 29 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, dont 12 du continent africain. Grand maître de cérémonie, le guide suprême iranien a répété dans son discours d'ouverture que l'Iran n'avait pas l'intention de se doter de l'arme atomique. Je répète, la République islamique d'Iran ne développe pas des capacités nucléaires militaires, mais elle ne renoncera pas au droit de son peuple à accéder à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La veille, au cours de ses rencontres avec les dirigeants iraniens, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, leur avait demandé de répondre urgemment et par des progrès concrets aux inquiétudes internationales concernant le programme nucléaire iranien. Très critiqué par les États-Unis et Israël pour sa présence à Téhéran, le secrétaire général de l'ONU a cependant dénoncé dans son discours les appels répétés de l'Iran à éradiquer l'État hébreu. Je rejette fermement les menaces faites par un État membre d'en détruire un autre et les tentatives scandaleuses de nier des faits historiques tels que l'Holocauste. Très attendu également le discours du président égyptien, le premier à se rendre en Iran depuis la révolution de 1979. Mohamed Morsi a parlé de régime oppressif à propos du président syrien Bachar el-Assad, alors qu'il est le principal allié de l'Iran dans la région. Téhéran ne manque peut-être pas de soutien, mais il s'est attiré aussi des critiques. Et puis notez que qu'un incident s'est produit dans la salle où se tenait donc cette rencontre des non-alignés, puisque la Turquie a dû quitter les travaux après que l'Égypte a laissé entendre qu'Ankara donc développait un programme nucléaire. Retour au Sénégal, la ministre de l'Élevage veut moderniser le secteur pour le rendre rentable et plus compétitif. À Thiès, Aminata Mbengue a visité plusieurs initiatives relatives aux industries animales. Elle a abordé avec les éleveurs les nouvelles préoccupations du gouvernement pour intensifier l'élevage. Yorosar. À Thiès, à l'image des éleveurs, le ministre de l'Élevage lance un double cri d'alarme. Il faut sécuriser les 25 hectares du service régional de l'élevage pour éviter que la déraison de la boulimie foncière ne s'y installe. Et Aminata Mbengue prend à témoin les autorités administratives pour soutenir son combat. D'ores et déjà, elle propose que le site de l'élevage, qui accueille déjà le parc régional, abrite également la maison des éleveurs et pourquoi pas le foirail et le service départemental. Mieux,
Ce périmètre pourrait aussi servir de vitrine pour la culture fourragère, défi technologique majeur pour l'élevage stabilisé. Autre cri d'alarme du ministre de l'Élevage, les abattoirs de Thiès. Ces abattoirs confiés à la SOGAS souffrent le martyre de la malgouvernance décriée par tous les bouchers du département. Sans hygiène, sans investissement, sans véritable chambre froide, sans rien du tout, les abattoirs de Thiès croulent dans une misère impropre à une viande de consommation courante. À côté de ces deux points noirs, les éleveurs ont aussi posé la question de l'insécurité et du vol du bétail. Pour Aminata Mbengue Ndiaye, il faut se rendre à l'évidence. L'élevage ne peut vaincre ses démons du moment qu'en optant pour le futur. Et le futur de la modernisation de l'élevage commence maintenant par la culture fourragère, autre innovation technologique pour donner une réponse forte à l'alimentation du bétail. En somme, en visitant les réalisations d'ONG comme IFER International ou d'associations comme APES et REIT, le ministre de l'Élevage reste convaincu que l'autosuffisance du Sénégal en petits ruminants passe par la stabulation. Aujourd'hui, l'élevage du ladoum montre la voie, même si ces moutons de race vendus à coups de millions restent encore hors de portée de la bourse des Sénégalais. Demain, par l'effet de l'offre et de la demande, on peut très bien supposer que la vulgarisation de l'élevage des moutons de race, comme le ladoum ou le bali-bali, permettra de faire baisser les prix. Et c'est aussi cela l'objectif de l'intensification de l'élevage et des industries animales qu'Aminata Mbengue Ndiaye appelle de tous ses vœux. Moderniser l'élevage, ce n'est pas uniquement pour avoir plus de viande, plus de lait, de cuirs et peaux, d'ornements, de beurre, de fromage. C'est aussi créer plus de richesses pour lutter contre la précarité sociale. Et c'est encore produire du biogaz à partir des bousses de vache pour améliorer les systèmes de cuisson en milieu rural et lutter contre la déforestation. Quel modèle de couverture médicale universelle pour le Sénégal? L'association Taxawu Thiès a posé le débat. C'est une façon pour elle de sensibiliser tout le monde sur ce concept qui vise l'amélioration de l'accès des populations à des soins de santé de qualité. Fatou Diouf. Le Sénégal n'en est pas à sa première tentative. Déjà en 1975, un système d'assurance sociale a été créé, système qui a montré ses limites car le monde rural et le secteur informel qui constitue 80% de la population n'en ont pas bénéficié. Aujourd'hui, l'heure est à la correction de cette injustice sociale. L'association Taxawu Thiès ouvre le débat. Sans langue de bois, François Diop, spécialiste en économie de la santé, dira que l'essentiel du financement de la couverture médicale universelle devra être public. Quel que soit le système que l'on va adopter, étant donné l'importance de la population qui est employée dans les secteurs ruraux et informels, étant donné l'importance aussi du niveau de pauvreté dans le pays, l'essentiel du financement de la couverture maladie devra être public. Soit à travers l'augmentation du budget de l'État ou qui est alloué à la santé, soit par la création de nouvelles taxes pour financer la prise en charge de la couverture maladie. Mis à part la volonté politique, l'éthique et la solidarité devront être à la base du système financier qui sera mis en place. Les autorités religieuses et les autorités politiques ont beaucoup de travail à faire dans la sensibilisation de la population, dans la persuasion de la population sur l'importance de ces valeurs, pour faire comprendre aux populations que ceci est un système où celui qui est bien portant doit prendre en charge celui qui est malade. Notre cible autour de la santé, c'est la population sénégalaise et particulièrement la population qui n'a pas de moyens de se prendre en charge. La couverture médicale universelle est réalisable et une conviction des autorités publiques, mais il faudrait également un engagement fort des populations. Être acteur en matière de santé, cela aussi ne revient pas qu'aux personnes qui décident, mais également aux populations. Donc aujourd'hui, débattre de cela au niveau d'une association, même si elle est importante, c'est ramener un problème important au centre des préoccupations des populations. Et donc j'y adhère complètement
nous avons nos réseaux sociaux, nous avons nos relations, nous avons notre solidarité traditionnelle, nous allons l'exploiter pour en faire en sorte qu'on ne donne pas de diakhal 20 000, 100 000, 1 million, mais qu'on donne à une personne malade qui a besoin d'hémodialyse ou autre, 1 million, 100 000, etc., qu'on fasse le diakhal avant la mort et non après la mort. Et ça, c'est possible. Autre sujet débattu lors de ce panel, la contribution des technologies de l'information et de la communication dans l'atteinte de la couverture médicale et l'utilité d'un annuaire des professionnels de la santé. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop diagnostiquent les conditions de vie au campus. Ils dénoncent les conditions sociales difficiles et le manque d'encadrement. Ils ont également proposé des solutions pour atténuer toutes ces difficultés. Les détails dans ce reportage de Diana Badia. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est confrontée à de nombreux problèmes. C'est la vie de ses étudiants. Les difficultés concernent plusieurs domaines. Le diagnostic fait a révélé qu'au campus social, les étudiants souffrent beaucoup, que ce soit en termes d'infrastructures d'accueil, c'est-à-dire le campus social, au niveau du campus pédagogique, l'insuffisance des salles. Sur le plan médical aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Et sur le plan de l'encadrement aussi, les étudiants souffrent beaucoup. Les maux qui gangrènent le système universitaire semblent donc énormes. Des propositions ont été faites pour les atténuer. Ce que les gens préconisent, c'est de construire un centre de santé. Aussi, nous avons préconisé, les séminaristes, la construction d'une nouvelle université de la banlieue et renforcer les centres universitaires régionaux. Ils préconisent aussi de mettre fin au système des amicales d'étudiants. Les séminaristes soutiennent que cela constitue une source d'instabilité. Par ailleurs, ils invitent les étudiants leaders à s'occuper uniquement des problèmes de leurs camarades. La formation de la jeunesse, son insertion et son épanouissement, des questions au centre de comité régional de développement spécial tenu à Kédougou. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, Ousmane Ba. Les populations de Tambacounda et de Kédougou ont eu une belle occasion pour échanger avec le ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le temps d'un comité régional de développement spécial, un certain nombre de difficultés a attiré l'attention des participants à ce CRD spécial. Pour parler donc de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au niveau de la région, alors je dois dire que nous avons 3 structures formelles. Alors pour l'ouverture donc d'une filière métallurgique au niveau du lycée technique, alors là c'est effectivement une mesure qu'on doit saluer. Chaque département au moins doit avoir un centre de formation. Et aujourd'hui, avec la création de la nouvelle région de Tambacounda, nous avons le département de Goudiri et le département de Koumpentoum qui n'ont pas encore de centre de formation professionnelle. Mais nous avons l'ambition d'ouvrir vraiment les filières tertiaires en attendant qu'on termine le lycée d'enseignement technique. Pour un épanouissement de la jeunesse de ces 2 régions frontalières, les priorités sont aujourd'hui la réhabilitation ou la construction des structures sportives et récréatives. La situation de l'emploi des jeunes a été également passée au peigne fin en vue de trouver des esquisses de solutions. Les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout la vétusté des locaux, notamment le service régional, le CEDEPS de Kédougou, mais aussi l'absence de locaux pour les CEDEPS de Salémata et de Saraya. Ali Kotondiaï, tirant la synthèse de cette rencontre, dira que la problématique de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi des régions de Tambacounda et de Kédougou cadre parfaitement avec son agenda. La formation professionnelle, telle que déclinée par le chef de l'État, doit tenir compte ou doit partir des potentialités au niveau local. Donc chaque région, chaque zone géographique, j'allais dire chaque section économique, n'est-ce pas, aura un contenu particulier, un contenu propre, n'est-ce pas, dans la formation professionnelle pour que les sortants, justement, puissent être opérationnels et prendre en charge, n'est-ce pas, le développement socio-économique de leur localité. Les recommandations et conclusions des rapports issus de ce CRD spécial vont figurer sur le tableau de bord du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour réaliser la mission qui lui est assignée, une jeunesse formée, épanouie et insérée.
Djamalai accueille les 20 et 21 septembre